Le jour où Ploy a quitté Bertrand pour partir vivre avec un homme qu'elle croyait riche, elle a cru qu'elle gagnait enfin la vie qu'elle méritait, elle ignorait qu'elle venait de signer sa propre chute, et que l'homme simple qu'elle laissait derrière elle, ce Français discret au polo en lin et aux lunettes fines, possédait en silence plus de pouvoir qu'elle n'en verrait jamais. C'est l'histoire d'un homme que beaucoup avaient sous-estimé, un homme qui avait choisi de se taire pendant que les autres parlaient. Un homme qui, dans la chaleur moite de Wahin, avait patiemment construit une vie que personne autour de lui n'arrivait vraiment à cerner. Les voisins le voyaient chaque matin boire son café à la terrasse d'un petit restaurant familial, toujours à la même heure, toujours avec la même politesse mesurée. Il parlait peu, il souriait avec retenue, il saluait les vendeuses de fruits, les chauffeurs de tuk-tuk, les serveurs, toujours avec un geste calme, comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. Sa jeune épouse, elle, brillait partout où elle passait. Elle riait fort, s'habillait avec soin, portait des sacs de marque et des bijoux que les autres femmes du quartier remarquaient immédiatement. Les gens disaient d'elle qu'elle avait bien réussi. Les gens disaient de lui qu'il avait bien choisi. Mais personne, absolument personne, ne connaissait la véritable histoire de cet homme aux cheveux gris coupés courts, à la montre ancienne héritée d'un père disparu et à la patience qui ressemblait à du renoncement. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette apparente douceur cachait un stratège, un négociateur, un homme qui avait passé sa vie à manœuvrer dans des salles feutrées où se décidaient des contrats de plusieurs millions. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que derrière le sourire poli du vieux Français de Wahin se tenait l'un des hommes les plus patients que Bordeaux ait produit. Et lorsque sa jeune femme thaïlandaise, éblouie par les promesses brillantes d'un autre homme, décida de partir en croyant s'élever, elle ne comprit pas qu'elle venait d'entrer, sans le savoir, dans le territoire silencieux d'un homme qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Alors, avant d'aller plus loin, installez-vous confortablement. Préparez-vous à découvrir une histoire où les apparences se brisent une à une histoire faite de patience, de trahison, d'orgueil et d'un retournement que personne autour de ce couple n'aurait pu imaginer. Une histoire qui commence comme souvent par une femme qui pensait avoir tout compris et par un homme qui ne disait rien. Je m'appelle Bertrand Lachapelle. Je suis né à Bordeaux, dans une famille où l'on ne parlait ni fort ni souvent, mais où chaque mot avait un poids. Mon père m'avait appris très tôt que dans la vie, ce sont jamais ceux qui crient le plus qui gagnent les plus grandes batailles. Ce sont ceux qui savent attendre. Ce sont ceux qui observent. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de prouver ce qu'ils sont. Pendant plus de 30 ans, j'ai appliqué cette règle dans le monde du vin et des spiritueux, négociant des accords que les autres croyaient impossibles, rencontrant des hommes qui pensaient qu'un Français discret et sobre n'était pas une menace. Ils se sont tous trompés l'un après l'autre, mais je ne leur en ai jamais voulu. Sous-estimer quelqu'un est une faiblesse humaine, pas un crime. Après mon divorce en France, j'étais fatigué. Non pas brisé, fatigué. J'avais perdu beaucoup d'argent dans une procédure qui s'était étirée sur des années, et surtout j'avais perdu le goût de me défendre. Je voulais partir loin. Je voulais un endroit où le soleil n'avait pas besoin d'explications, où la mer ne posait pas de questions, où personne ne savait qui j'étais ni ce que j'avais accumulé. J'ai choisi Wahin, pas Pattaya, trop bruyante, pas Phuket, trop voyante. Wahin, c'était une petite ville balnéaire, discrète, aimée des Thaïlandais eux-mêmes, où l'on pouvait vivre sans être remarqué. C'est là que j'ai rencontré Ploy Champu. Tout le monde l'appelait Ploy. Elle travaillait comme serveuse dans un petit restaurant familial près du marché de nuit. Je m'y rendais presque tous les soirs. Elle avait un sourire qui n'était ni forcé, ni calculé du moins. C'est ainsi que je l'interprétais à l'époque. Elle avait 30 ans de moins que moi, mais elle ne semblait pas le remarquer. Elle parlait avec respect, sans jamais se montrer trop familière. Elle venait du Dontany en Isan, cette région du nord-est que les Thaïlandais de Bangkok regardent souvent avec une certaine condescendance et dont les habitants, eux, tirent une fierté silencieuse. Je suis tombé amoureux lentement, je me suis méfié de moi-même d'abord, puis de la situation, puis de l'idée qu'un homme de 54 ans à l'époque pouvait encore croire à une histoire sincère avec une jeune femme de 24 ans. Mais Ploy ne demandait rien, elle n'évoquait jamais l'argent, elle ne me réclamait pas de cadeaux. Je l'ai interprétée comme une preuve. Aujourd'hui, je sais que parfois, ne rien demander est la meilleure façon d'obtenir beaucoup. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard.
dans son village en Isan. Toute sa famille était présente. Sa mère pleurait. Son père, un homme taciturne comme moi, m'a serré la main longtemps sans dire un mot. J'ai versé une dot généreuse, mais raisonnable, je connaissais déjà les règles tacites de ces unions. J'ai acheté une maison à Wahin. Et, aux yeux de tous, je l'ai mise au nom de Ploy. C'était ce que voulaient les apparences. C'était ce que voulait la coutume. C'était ce que voulait l'image d'un Français modeste ayant épousé une Thaïlandaise et s'étant installé comme tant d'autres. Mais ce que Ploy ne savait pas, et ce que personne autour de nous ne savait, c'est que je n'avais rien fait comme les autres pharaons. J'avais structuré cette acquisition à travers un montage juridique élaboré par mon avocat à Paris et validé par un cabinet à Bangkok. Ploy figurait sur le papier, oui. Mais la propriété réelle, économique et effective restait protégée par des mécanismes qu'elle n'aurait même pas su nommer. Je ne l'avais pas fait par méfiance envers elle, ou du moins je me le disais. Je l'avais fait par habitude, par instinct, par cette prudence silencieuse que mon père m'avait transmise. Si vous aimez les histoires que je raconte, pensez à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et me permet de consacrer du temps à créer ces vidéos malgré mon emploi à temps plein. Merci d'être ici. Les premières années de notre mariage ont été douces. Je dirais pas qu'elles étaient parfaites, parce que rien ne l'est jamais, mais elles étaient sincères, ou du moins, elles me paraissaient sincères. Ploy s'occupait de la maison, elle cuisinait. Elle invitait parfois sa mère à venir de Lisan pour quelques semaines. Elle aimait recevoir ses amis, toujours les mêmes, toujours bien habillées, toujours souriantes, parlant entre elles dans un taille rapide dont je ne saisissais que des fragments. Je voyageais beaucoup, je partais en France plusieurs fois par an, officiellement pour des affaires familiales. Ploy ne posait jamais de questions. Elle m'embrassait à l'aéroport, me disait de bien dormir dans l'avion et m'attendait à chaque retour avec un plat préparé. Je prenais cela pour de l'amour. Je le prends encore aujourd'hui d'une certaine manière. Mais j'ai compris plus tard que l'amour et l'intérêt peuvent coexister chez une même personne et qu'il n'est pas toujours facile, même pour la personne concernée, de distinguer les deux. Mes voyages avaient une raison précise. Je possédais, sans jamais en parler à personne en Thaïlande, plusieurs domaines viticoles en Gironde, hérité pour partie de mon père et développé pour le reste grâce à des décennies de travail dans le négoce. J'étais également actionnaire minoritaire dans une maison de négoce bordelaise dont le nom ne dirait rien à Ploy, mais qui comptait parmi les plus respectés de la région. Mon patrimoine n'était pas affiché, il n'était pas exhibé, il existait simplement comme un fleuve qui coule sans avoir besoin de faire de bruit. Pourquoi cacher cela à ma femme? Parce que j'avais déjà vécu un divorce. Parce que mon ex, épouse française, une femme que j'avais aimée sincèrement pendant 20 ans, était parvenue à transformer notre séparation en un désastre financier qui m'avait laissé à mai pendant des années. Je ne voulais plus jamais être vulnérable à ce point. Je voulais plus jamais que quelqu'un puisse me regarder et ne voir qu'une colonne de chiffres. Alors j'avais décidé, en arrivant en Thaïlande, de jouer le rôle du Français simple, du retraité modeste, du mari économe. Ce rôle m'allait bien. Il me protégeait et surtout il me permettait d'observer. Pendant des années, Ploy n'a rien soupçonné. Elle me croyait à l'aise, mais pas riche. Elle me croyait sérieux, mais pas puissant. Elle me croyait gentil, mais pas stratégique. Tout cela l'arrangeait, je pense. Elle avait un mari stable, une maison confortable, une voiture correcte, et surtout un homme qui ne lui demandait jamais de rendre des comptes. Elle sortait quand elle voulait, elle voyageait avec ses amis quand elle voulait, elle rentrait en Isan quand elle voulait, je m'y opposais jamais. Je considérais qu'une épouse n'était pas une prisonnière. C'est ce qui a rendu tout ce qui a suivi possible. Je ne peux pas dire exactement quand Ploy a commencé à changer. Cela s'est fait lentement, comme un fruit qui mûrit trop longtemps sur l'arbre et dont personne ne remarque la fermentation. Un soir, elle est rentrée plus tard qu'à l'habitude d'un dîner à Bangkok. Elle portait un parfum nouveau, un parfum que je ne lui avais pas offert. Elle avait dans les yeux cette lueur particulière que je n'avais pas vue depuis longtemps, être depuis le début de notre relation. Elle m'a embrassé distraitement. Elle est allée se coucher, sans me parler. Je n'ai rien dit. Dans les semaines qui ont suivi, ses voyages à Bangkok sont devenus plus fréquents. Elle partait faire du shopping avec les filles. Elle partait voir une amie qui avait besoin de soutien. Elle partait régler une affaire de famille. Chaque prétexte était crédible, pris isolément. Mis bout à bout, il formait un rythme que je reconnaissais. J'avais vu ce rythme chez d'autres hommes, dans d'autres mariages, en France, comme en Asie. Je savais ce que cela voulait dire, mais je ne disais toujours rien. Un homme plus jeune aurait explosé. Un homme plus impulsif aurait fouillé son téléphone, surveillé ses déplacements, engagé un détective, exigé des explications. Je n'ai rien fait de tout cela. Non pas parce que j'étais résigné, mais parce que je savais d'expérience
que la vérité vient toujours d'elle-même à celui qui sait attendre. Les gens qui mentent finissent par se fatiguer de leurs propres mensonges. Les gens qui trahissent finissent par avoir besoin de se confier. Il suffit d'être patient et de laisser le temps faire son œuvre. J'ai donc continué ma vie normalement. Je buvais mon café le matin. Je marchais sur la plage le soir. Je lisais mes livres. Je répondais à mes messages professionnels venus de France. Je rendais visite à quelques amis européens installés dans la région. Ploy me voyait calme. Et elle interprétait mon calme comme de l'aveuglement. Elle pensait que je ne voyais rien. Elle pensait que je ne sentais rien. C'était une erreur dans laquelle elle allait s'enfoncer profondément. Un soir, j'ai surpris une conversation téléphonique qu'elle menait sur la terrasse croyant que je dormais. Elle parlait bas avec douceur, avec une intimité que j'avais plus entendue dans sa voix depuis longtemps. Elle riait, elle chuchotait, elle utilisait des mots en taille que j'avais jamais entendus, mais dont je comprenais parfaitement le sens parce que certaines intonations, certains rythmes ne trompent personne. À la fin de l'appel, elle a soupiré longuement comme une femme amoureuse, puis elle est rentrée se coucher à côté de moi et elle s'est endormie avec un petit sourire aux lèvres. Je suis resté éveillé une grande partie de la nuit, non pas pour pleurer, non pas pour me torturer, mais pour réfléchir, pour comprendre, pour organiser mentalement les mois qui allaient venir, parce que je savais désormais ce qui se préparait. Je savais que ma femme voyait un autre homme. Je savais que cet autre homme, quel qu'il soit, lui promettait quelque chose que je ne lui promettais pas, probablement une vie plus brillante, plus spectaculaire, plus visible. Et je savais que, tôt ou tard, Ploy viendrait me voir avec ce regard un peu gêné, un peu ferme, pour m'annoncer ce qu'elle croyait être la plus grande décision de sa vie. Je ne me trompais pas. Quelques mois plus tard, par un matin de saison chaude où l'air vibrait déjà de chaleur avant même 9 heures, Ploy est venue s'asseoir en face de moi à la table du petit déjeuner. Elle portait une tenue que je ne lui connaissais pas, une robe simple mais coupée avec soin, achetée probablement à Bangkok dans une boutique que je n'avais jamais vue. Elle avait les mains posées à plat sur la table. Elle avait répété son discours. Cela se sentait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle souhaitait divorcer. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un homme thaïlandais bien installé, selon ses propres mots, un homme de Bangkok, un homme qui avait des projets, des affaires, une vie dynamique. Elle m'a dit que c'était pas contre moi, que je resterais toujours quelqu'un d'important pour elle, mais qu'elle avait besoin de vivre autre chose. Elle m'a dit qu'elle voulait la maison, la voiture et une somme d'argent pour repartir dignement. Elle a prononcé ce mot dignement avec une sorte de solennité apprise. J'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu mon café lentement. J'ai posé la tasse. J'ai plié ma serviette. Puis j'ai levé les yeux vers elle et je lui ai souri gentiment. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que je respectais sa décision. Je lui ai dit que nous allions tout arranger à l'amiable, sans conflit, sans procédure douloureuse, sans avocat agressif. Je lui ai dit que j'allais lui donner ce qu'elle demandait. Elle a été surprise. Je l'ai vue dans ses yeux. Elle s'était préparée à une dispute. Elle s'était préparée à des pleurs, à des supplications, à une scène. Elle avait être même un peu espéré que je me battrais, parce qu'un combat aurait validé, à ses yeux, le fait qu'elle était encore désirable, importante, précieuse. Mais je ne lui ai rien offert de tout cela. Je lui ai simplement souri, comme on sourit à quelqu'un qui s'apprête à faire une erreur qu'on ne souhaite pas lui épargner. Ce matin-là, quand elle s'est levée de table, elle a cru qu'elle avait gagné la partie la plus facile de sa vie. Elle ne savait pas qu'elle venait de la perdre. Dans les jours qui ont suivi notre conversation, Ploy a organisé son départ avec une efficacité que je ne lui connaissais pas. Elle a empaqueté ses affaires, elle a pris sa voiture, elle a emporté les bijoux qu'elle considérait comme les siens, ce qui était son droit, et quelques objets auxquels elle tenait. Je l'ai laissé faire. Je n'ai rien contrôlé, rien discuté, rien négocié. Je voulais qu'elle se sente libre. Je voulais surtout qu'elle se sente victorieuse. Parce que une femme qui se croit victorieuse baisse sa garde. Avant de partir définitivement, elle m'a présenté l'homme pour qui elle me quittait. Pas par délicatesse, mais par une sorte de fierté à peine contenue. Elle voulait que je voie de mes propres yeux celui qu'elle me préférait. Elle voulait, je crois, que je mesure la distance entre cet homme et moi. Il s'appelait Thanakorn Ruangsilp. Tout le monde l'appelait Top. Il avait 40 et 1 an, un sourire large, des cheveux noirs soigneusement coiffés et une façon de marcher qui trahissait quelqu'un habitué à vouloir occuper l'espace. Il portait une montre Rolex que je reconnus immédiatement comme une contrefaçon, une très bonne contrefaçon, certes, mais une contrefaçon tout de même. Les vrais Rolex de ce modèle ne scintillent pas de cette manière. Les vrais Rolex ont une discrétion que les imitations ne parviennent jamais à reproduire. Il conduisait une grosse BMW noire, il portait des costumes italiens bien coupés, il avait à son cou une chaîne en or épaisse, visible, presque clinquante. Il parlait fort, il riait fort,
Il serrait la main des gens avec cette énergie un peu théâtrale des hommes qui veulent à tout prix qu'on se souvienne d'eux. Lorsqu'il m'a serré la main à moi, il m'a regardé dans les yeux avec une fausse compassion, comme pour me signifier qu'il comprenait que je sois triste, mais que c'était la vie et que les meilleurs gagnaient toujours à la fin. Je lui ai souri poliment, je lui ai dit qu'il avait beaucoup de chance, je lui ai souhaité sincèrement d'être heureux avec Ploy. J'ai fait tout cela avec une sincérité qui n'était pas feinte, parce que, à cet instant précis, je ne lui souhaitais pas de mal. Pas encore. À cet instant, je voulais simplement observer l'homme qui venait d'entrer dans une histoire dont il ne comprenait absolument pas les ramifications. Top s'est présenté avec une certaine emphase, il m'a expliqué qu'il était homme d'affaires, qu'il possédait une chaîne de restaurants, qu'il développait un grand projet immobilier à Phuket, qu'il avait des partenaires importants à Bangkok. Il a utilisé plusieurs fois le mot empire, sans rire. Il a parlé de ses réseaux, de ses contacts, de ses investissements. Il a mentionné, avec une fausse nonchalance, que son chiffre d'affaires annuel se comptait en dizaines de millions de bahts. J'écoutais. Je hochais la tête. Je posais parfois une question polie, du genre de celle qu'un vieux Français modeste pose à un homme d'affaires thaïlandais qu'il ne reverra jamais. Et pendant que Top parlait, je prenais mentalement des notes. Chaque phrase qu'il prononçait, chaque nom qu'il citait, chaque projet qu'il décrivait, s'inscrivait quelque part dans mon esprit comme une information à vérifier. Parce que les hommes qui parlent trop racontent toujours, sans s'en rendre compte, l'architecture exacte de leur chute future. Quand ils sont partis tous les deux, Top a mis sa main dans le dos de Ploy avec une possessivité ostentatoire. Il lui a ouvert la portière de sa BMW comme on ouvre une vitrine. Ploy s'est installée avec un sourire, sans se retourner vers moi. Elle a tenu à partir sans un dernier regard, probablement pour marquer symboliquement la rupture. Je les ai regardés s'éloigner sur la route poussiéreuse qui menait à l'autoroute de Bangkok. Puis je suis rentré dans la maison, désormais silencieuse, je me suis assis dans mon fauteuil, j'ai sorti un carnet en cuir que je gardais dans le tiroir de mon bureau depuis des années, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire calmement tout ce que je venais d'entendre pendant cette conversation. Les noms, les lieux, les chiffres, les prétentions, les mensonges potentiels. Certains hommes réagissent à la trahison par la colère, d'autres par la tristesse, d'autres encore par l'indifférence ou par la fuite. Moi, je réagis par la méthode. C'est ainsi que j'ai toujours fonctionné dans ma vie professionnelle. Quand un concurrent essayait de me nuire, je ne me vengeais pas immédiatement. Je documentais. Je collectais, je laissais l'autre accumuler ses fautes, puis, au moment où il se croyait en haut de sa vague, je corrigeais la situation, proprement, silencieusement et définitivement. Je n'avais pas l'intention d'agir autrement avec Top. Le lendemain, j'ai passé 3 appels téléphoniques. 3 appels seulement, à 3 personnes que je n'avais plus contactées depuis des années, mais qui n'avaient jamais oublié ce que nous avions fait ensemble dans le passé. Le premier appel était pour un vieil ami à Singapour, un ancien associé de mon parcours dans le négoce de vin et spiritueux en Asie, qui avait développé depuis une activité de conseil discrète, spécialisée dans l'analyse financière des entreprises thaïlandaises et régionales. Je lui ai demandé très poliment s'il accepterait de faire pour moi un petit travail de renseignement. Il m'a répondu oui avant même que je lui donne le nom de la cible. Il connaissait les dettes que j'avais envers lui, et surtout celles qu'il avait encore envers moi. Le deuxième appel était pour un contact à Bangkok, un homme discret que j'avais connu il y a 15 ans lors d'une négociation complexe dans le secteur de l'importation de vin. Cet homme n'avait pas de titre officiel, pas de carte de visite, pas de site internet, mais il savait toujours, dans cette ville où rien ne se perd vraiment, qui devait de l'argent à qui vivait sur des apparences, qui étaient solides et qui étaient creux. Je lui ai donné le nom de Thanakorn Ruangsilp. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil, puis il m'a dit simplement « Je vais me renseigner. Je te rappelle dans quelques jours. » Le troisième appel était pour mon avocat à Paris, celui-là même qui avait structuré, des années plus tôt, l'acquisition de la maison de Wahin et la gestion de mes avoirs en Asie. Je lui ai expliqué la situation en quelques phrases sobres. Je lui ai demandé de préparer, de manière discrète et préventive, tous les documents qui pourraient m'être utiles dans les mois à venir. Il m'a rappelé, sans que j'aie besoin de lui redemander, que la maison que Ploy croyait posséder reposait sur un montage dont elle n'était ni la bénéficiaire économique, ni la propriétaire réelle. Il m'a dit qu'il suffirait, le moment venu, d'activer certaines clauses précises pour remettre la situation à sa juste place. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, 3 appels. Cela m'a pris au total moins d'1 heure. Puis je suis allé me promener sur la plage de Hua Hin comme tous les soirs. Le soleil descendait lentement sur la mer. Les pêcheurs tiraient leurs barques sur le sable. Des enfants jouaient au bord de l'eau. Une femme âgée vendait des petits gâteaux grillés dans un chariot en métal. Tout était calme. Tout était ordinaire.
Et pourtant, en cet instant précis, sans que personne autour de moi ne s'en doute, 3 mécanismes différents dans 3 pays différents s'étaient mis en mouvement. Thanakorn Ruangsilp, à cet instant précis, célébrait probablement quelque part dans Bangkok, avec Ploy à son bras, sa victoire sur le vieux français de Hua Hin. Il savait pas que les fondations sous ses pieds avaient déjà commencé à trembler. Il savait pas qu'à plusieurs milliers de kilomètres de là, des dossiers commençaient à être ouverts sur lui. Il savait pas que chacun des mensonges qu'il avait prononcés la veille dans mon salon était déjà en train d'être vérifié, ligne par ligne, par des hommes qui savaient faire cela mieux que personne. Il y a une leçon que j'ai apprise très tôt dans ma vie professionnelle et que je n'ai jamais oubliée: ne jamais sous-estimer un homme calme, un homme qui ne hurle pas, qui ne menace pas, qui ne promet pas de représailles, est presque toujours l'homme le plus dangereux de la pièce. Parce que son silence n'est pas de la faiblesse. Son silence est un calcul. Son silence est un délai. Son silence est un moyen de laisser l'adversaire s'exposer complètement avant que le coup ne tombe. Top n'avait pas compris cela, Ploy non plus. Tous les deux me regardaient comme on regarde un homme dépassé par les événements. Ils ne voyaient pas que j'étais simplement en train d'accorder ma patience à leur arrogance. Pendant les semaines qui suivirent leur départ, je repris une routine presque identique à celle que j'avais eue avant notre mariage. Je me levais tôt. Je lisais les journaux français en ligne. Je répondais à mes correspondances professionnelles. Je déjeunais seul dans de petits restaurants familiaux. Je marchais sur la plage à la tombée du jour. Les voisins me regardaient avec une compassion mal dissimulée. Certains me proposaient de venir dîner, d'autres m'apportaient des plats comme on apporte à manger à un veuf. Je les remerciais avec douceur. Je souriais. Je laissais les gens penser ce qu'ils voulaient penser. Beaucoup, à Hua Hin, pensaient que je m'effondrais en silence. Beaucoup racontaient à leurs amis, le soir, qu'ils avaient vu le pauvre Bertrand se promener seul sur la plage et qu'il avait l'air perdu. Cette image leur convenait. Elle correspondait à l'histoire qu'ils voulaient croire. Celle du vieux Français abandonné par sa jeune épouse thaïlandaise, victime classique d'une histoire qu'ils avaient vue 100 fois autour d'eux. Je laissais cette histoire s'écrire sans la corriger. J'avais toujours trouvé qu'il était beaucoup plus efficace de laisser les autres se tromper à son sujet plutôt que de dépenser de l'énergie à les détromper. Pendant ce temps, les premiers rapports commençaient à me parvenir. Mon ami de Singapour fut le premier à me rappeler. Il m'envoya un dossier bien documenté sur la situation financière réelle de Thanakorn Ruangsilp. Ce que j'ai lu confirma presque mot pour mot ce que j'avais pressenti lors de notre unique rencontre. Top possédait effectivement 2 restaurants à Bangkok, oui, mais ils étaient tous les deux en grave difficulté financière. L'un d'eux avait déjà fait l'objet de 2 rappels de loyer impayés de la part du propriétaire de ces murs. L'autre accumulait des dettes auprès de ses fournisseurs, qui commençaient à refuser de le livrer sans paiement anticipé. Sa prétendue chaîne de restaurants se résumait, dans les faits, à 2 établissements à peine viables. Son projet immobilier à Phuket n'existait pas sous la forme qu'il prétendait. Il s'agissait d'un terrain acquis par emprunt plusieurs années auparavant, sur lequel il avait espéré construire un petit complexe résidentiel destiné aux investisseurs étrangers. Le projet n'avait jamais démarré. Les permis avaient été déposés puis abandonnés, le terrain était hypothéqué, et la banque, selon mon ami de Singapour, commençait à envisager sérieusement la saisie. L'empire dont Top se vantait devant moi dans mon salon n'était en réalité qu'un mirage sophistiqué. Mon contact à Bangkok me confirma, quelques jours plus tard, des informations encore plus précises. Thanakorn devait de l'argent à plusieurs hommes d'affaires de la capitale. Certaines dettes étaient bancaires, officielles, renégociées plusieurs fois, refinancées tant bien que mal. D'autres étaient informelles, contractées auprès de créanciers privés qui n'aimaient pas particulièrement les retards de paiement. Parmi ces créanciers, 2 noms attirèrent immédiatement mon attention. Je les connaissais. Je les avais rencontrés de manière professionnelle lors de transactions que j'avais menées en Asie une quinzaine d'années plus tôt. Le monde des affaires, en Asie comme ailleurs, est toujours plus petit qu'on ne l'imagine. Les hommes qui prêtent de l'argent aux hommes qui paraissent riches appartiennent à un cercle réduit. Et dans ce cercle, on n'oublie jamais qui a été sérieux, qui a été fiable, qui a été respectueux et qui a bafoué ses engagements. Top, apparemment, avait des comptes ouverts avec plusieurs personnes qui avaient beaucoup de mémoire et peu de patience. Je passais de nouveaux appels. Discrètes, courts, toujours polis. À chacun de mes anciens contacts concernés, je fis savoir, sans entrer dans les détails personnels, qu'un certain monsieur Ruangsilp avait récemment modifié la structure de sa vie privée et qu'il serait prudent de vérifier à cette occasion la santé réelle
de ses engagements financiers. Je ne demandais rien, je ne commandais rien, je ne suggérais aucune action précise. Je glissais simplement, dans le cours normal de conversation apparemment anodine, des informations précises. C'est ainsi que l'on fait tomber un homme dans ce milieu. On ne le pousse pas, on l'informe. On informe les bonnes personnes au bon moment et la chute s'organise d'elle-même sans que personne ne puisse remonter jusqu'à celui qui a craqué la première allumette. Un mois après le départ de Ploy, la machine était déjà en marche, sans que ni elle ni lui s'en rendent compte. Pendant ce même mois, Ploy vivait avec Tanakorn, dans le condominium qu'il avait loué à Bangkok. Je connaissais l'immeuble, un bâtiment moderne de standing moyen, situé dans un quartier correct mais pas prestigieux, proche d'une station de métro aérien. Top l'avait présenté à Ploy comme son appartement. Elle l'avait cru. Elle ne se doutait pas qu'il s'agissait d'une location, ni que les loyers impayés commençaient déjà à s'accumuler dans le dossier du gestionnaire de l'immeuble. Les premiers temps, leur vie commune ressemblait effectivement à ce qu'elle avait imaginé. Top l'emmenait dîner dans les restaurants à la mode. Il l'invitait à des soirées dans des lieux branchés de Bangkok. Il lui achetait des cadeaux, des sacs, des bijoux, des parfums. Il se montrait généreux, attentif, présent. Pendant quelques semaines, Ploy eut véritablement l'impression d'avoir monté dans le monde. Elle envoya à sa mère en Isan des photos prises dans des endroits luxueux. Elle raconta à ses amis, par message et par appel vidéo, qu'elle vivait désormais une grande vie à Bangkok avec un homme d'affaires important. Mais derrière cette façade scintillante, les premières fissures commencèrent à apparaître. D'abord, des petits détails. Des cartes bancaires refusées discrètement à la caisse d'un restaurant, Top prétextant un problème avec la banque et sortant immédiatement une autre carte. Des livraisons de meubles retardées sans explication claire, des coups de fil qu'il prenait dans une autre pièce, la voix tendue, le ton sec, des rendez-vous qu'il annulait à la dernière minute en invoquant des complications administratives. Ploy, malgré sa pragmatique lucidité, choisit d'abord de ne rien voir. Elle avait trop investi émotionnellement et socialement dans cette nouvelle vie pour admettre, même intérieurement, qu'elle pouvait s'être trompée. Elle se disait que les entreprises traversaient toujours des périodes difficiles. Elle se disait que Top gérait beaucoup de choses en même temps, qu'il était normal qu'il soit parfois stressé, irritable, fatigué. Elle se répétait les explications qu'il lui donnait comme on récite une prière, mais les signes se multiplièrent rapidement. Un jour, un homme en costume sonna à la porte du condominium. Top lui parla longuement sur le palier, en taille, rapide, sans laisser l'homme entrer. Quand il y revint, il expliqua à Ploy qu'il s'agissait d'un petit désaccord avec un fournisseur, que tout était déjà réglé, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ploy acquiesça. Mais le soir même, allongée dans le lit à côté de lui, pendant qu'il dormait, elle se surprit à repenser à moi, à la maison de Wahin, à la stabilité silencieuse que j'offrais, à l'homme simple qu'elle avait quitté. Elle chassa ses pensées immédiatement. On ne revient jamais en arrière quand on a fait le choix de l'avant, se disait-elle. Elle éteignit la lumière et s'endormit à son tour, en serrant le drap. À des centaines de kilomètres de là, dans ma maison de Wahin devenue silencieuse, je dormais moi aussi, d'un sommeil tranquille, d'un sommeil sans rêve, d'un sommeil d'homme qui sait exactement ce qu'il fait et qui sait exactement combien de temps il faudra encore attendre avant que la nature des choses reprenne son cours normal. Il y a une qualité que possèdent certains hommes du sud-ouest de la France et que peu de gens leur reconnaissent, une forme de ténacité souterraine, silencieuse, qui ne se manifeste jamais dans l'agitation, mais qui travaille sans relâche sous la surface. Les Bordelais ont appris cela de leurs vignes. Un pied de vigne ne produit rien pendant des années. On le taille, on l'entretient, on le protège contre le gel et contre la sécheresse. Et un jour, après une décennie patiente, il donne des raisins exceptionnels. Ceux qui n'ont jamais travaillé la terre ne comprennent pas cela. Ceux qui l'ont fait savent que la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force que les impatients sont incapables de voir. Les semaines se transformèrent en mois. Le rythme normal de la vie reprit ses droits à Wahin. Les touristes français débarquaient, repartaient. Les pêcheurs sortaient chaque matin avec leurs barques colorées. Les petites gargotes servaient leurs plats de riz et de curry aux habitués. Et moi, au milieu de ce décor familier, je continuais mon existence sans jamais laisser transparaître la moindre émotion sur la situation qui se déroulait à Bangkok. Quelques amis européens à Wahin finirent par apprendre que Ploy m'avait quitté. Ils venaient me voir, parfois sous prétexte de prendre un café, pour me proposer leur soutien. Un retraité belge, un Anglais à la retraite, un Italien qui tenait un petit restaurant près de la plage. Ils étaient sincèrement inquiets pour moi. Ils me disaient qu'il fallait pas rester seul, qu'il fallait me changer les idées, qu'il fallait tourner la page. Je les remerciais chaleureusement, je leur disais que j'allais bien.
Je leur assurais que je prenais les choses avec philosophie. Et c'était vrai. Je prenais les choses avec philosophie, mais pas au sens où ils l'entendaient. Car pendant que ces hommes de bonne foi me consolaient, mes dossiers avançaient. Mon ami de Singapour m'envoyait des mises à jour régulières sur la situation de Top. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles informations. Les restaurants de Tanakorn commençaient à connaître de graves difficultés d'approvisionnement. Plusieurs fournisseurs, alertés par des rumeurs persistantes sur son incapacité à payer, exigeaient désormais des règlements immédiats, en espèces. Les employés, payés avec du retard, commençaient à murmurer entre eux. Le cuisinier principal d'un des deux établissements, un homme très qualifié qui avait fidélisé une clientèle, démissionna brusquement pour rejoindre un concurrent qui lui offrait un salaire plus élevé et plus fiable. Le second restaurant perdit en quelques semaines près d'un tiers de sa fréquentation. Mon contact à Bangkok, de son côté, me tenait informé des mouvements qui se produisaient dans le cercle des créanciers de Top. Les deux hommes d'affaires que je connaissais personnellement avaient, après avoir reçu certaines informations précises à son sujet, transmises par des voix que je n'avais pas eu à activer directement moi-même, décidé qu'il était temps de récupérer leur argent. Ils avaient fait savoir à Tanakorn, par l'intermédiaire de messagers bien choisis, qu'ils n'accepteraient plus aucun retard, aucune renégociation, aucune excuse. Ils voulaient le remboursement complet, dans des délais précis, et ils entendaient que ces délais soient respectés. Cela mit Top dans une situation intenable. Pour rembourser ses créanciers, il aurait dû réaliser immédiatement des actifs or, ses actifs principaux. Le terrain de Phuket en tête n'était pas liquide et ne pouvait pas être vendu rapidement sans perte importante. Il chercha alors d'autres prêteurs. Mais la rumeur de ses difficultés s'était déjà propagée dans Bangkok et plus personne ne voulait lui avancer le moindre bas. Les portes qui s'étaient ouvertes à lui pendant des années commençaient à se refermer, une à une, avec un bruit sec. Ploy commença, à cette période, à comprendre que quelque chose n'allait. Top passait de plus en plus de temps au téléphone, parfois en s'enfermant dans la salle de bain, parfois en sortant sur le balcon. Ces conversations, d'abord animées, devenaient de plus en plus tendues. Il se mit à boire davantage le soir. Il rentrait parfois tard, l'air épuisé, sans vouloir parler de sa journée. Les cadeaux qu'il lui faisait se firent plus rares. Les dîners dans les restaurants à la mode furent progressivement remplacés par des repas à la maison. Ploy essaya, une fois, d'aborder le sujet. Elle lui demanda, avec précaution, s'il y avait des difficultés dans ses affaires. Top se mit en colère. Il lui reprocha de se mêler de choses qui la regardaient pas et lui dit qu'elle n'était pas là pour gérer ses finances, mais pour le soutenir. Il lui dit qu'elle ressemblait, en posant de telles questions, à ces Françaises jalouses et méfiantes qu'il avait connues dans le passé. Ploy en fut profondément blessée, mais elle ne dit rien. Elle baissa les yeux. Elle se tut. Elle retourna dans la cuisine préparer le thé. Cette nuit-là, pour la première fois, depuis qu'elle avait quitté Wahin, Ploy pleura silencieusement dans la salle de bain. Pas par amour, pas par nostalgie envers moi, mais par peur. Cette peur très particulière qu'éprouvent les femmes qui commencent à soupçonner qu'elles se sont trompées de cheval, mais qui ne veulent pas encore se l'avouer à elles-mêmes. Pendant ce temps, à Wahin, je recevais un matin la visite inattendue d'un notaire thaïlandais envoyé discrètement par mon avocat parisien. Nous nous assîmes dans le salon. Il me remit un dossier contenant plusieurs documents en français et en thaï. Tout était en ordre. Les clauses précises dont mon avocat m'avait parlé des mois plus tôt pouvaient être activées dès que je le souhaiterais. La maison, officiellement détenue par Ploy selon les apparences extérieures, pouvait être ramenée juridiquement à son véritable statut en faisant intervenir la structure offshore qui en était la bénéficiaire économique réelle. Je remerciai le notaire. Je signai ce qu'il y avait à signer. Je lui servis un café. Nous parlâmes de choses et d'autres du climat, de la saison des pluies qui approchait, des prix de l'immobilier à Wahin. Il partit. La journée continua normalement. Je ne comptais pas activer ces clauses immédiatement. Je voulais encore attendre. Je voulais laisser la situation de Top se détériorer suffisamment pour qu'au moment où je passerai à l'action, Ploy n'ait plus aucun refuge, aucune alternative, aucune issue. Je cherchais pas à la détruire. Je n'avais aucune envie de la voir souffrir dans des proportions cruelles. Mais je voulais qu'elle comprenne, pleinement, profondément et définitivement, quel choix elle avait fait et ce que ce choix impliquait réellement. C'est à cette époque que j'appris, par une conversation anodine avec un voisin à Wahin, que Ploy avait envoyé un message à une de ses amies, lui disant qu'elle se demandait parfois si elle avait pris la bonne décision. L'amie en question avait partagé cette confidence avec une autre amie, qui l'avait rapportée à une troisième, qui finit par la répéter devant quelqu'un qui la répéta devant moi. La Thaïlande est un pays où rien ne reste confidentiel très longtemps.
Les secrets y circulent comme la pluie, d'abord en gouttes lentes, puis en petites rivières, puis en torrents qu'on ne peut plus arrêter. Je reçus cette information sans émotion particulière. Je notais simplement intérieurement que Ploy commençait à douter. C'était un signe. Pas encore celui de la fin, mais celui du début de la fin. Je pouvais commencer progressivement à resserrer les mailles du filet. Je demandai à mon avocat de préparer une lettre formelle, rédigée en français et en thaï, informant Ploy que la maison de Hua Hin, pour des raisons juridiques techniques qu'il serait heureux de lui expliquer, ne pouvait plus être considérée comme sa propriété sous la forme qu'elle avait imaginée. Cette lettre n'accusait personne. Elle ne menaçait personne. Elle exposait simplement, avec la froideur du droit, une réalité juridique que Ploy n'avait jamais voulu examiner. Mon avocat me confirma que la lettre serait envoyée dans les jours à venir par un huissier à l'adresse du condominium de Bangkok. Je savais que cette lettre allait tomber dans la vie de Ploy comme une pierre dans un étang déjà trouble. Elle allait découvrir, en la lisant, que la maison qu'elle avait cru posséder ne lui appartenait pas vraiment. Elle allait comprendre, en interrogeant Top, qui pouvait rien faire pour l'aider et pire, qui n'avait ni les moyens ni les relations pour contrer quoi que ce soit. Elle allait commencer à réaliser à cet instant précis que l'homme qu'elle avait choisi n'était pas un homme puissant, et que l'homme qu'elle avait quitté n'était pas un homme faible. Cette lettre arriva par un matin humide, alors que Ploy était seul au condominium. Top était parti depuis 2 jours pour des rendez-vous à Phuket dont elle ne savait pas s'ils étaient réels. L'huissier sonna à la porte. Il demanda à Ploy de signer un accusé de réception. Il lui remit l'enveloppe. Il partit aussi discrètement qu'il était venu. Ploy s'assit sur le canapé. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle lut la lettre une première fois. Elle ne comprit pas, tout le français juridique n'était pas sa langue, et les tournures étaient volontairement précises. Elle la relut. Elle chercha les mots qu'elle ne connaissait pas dans un dictionnaire en ligne. Elle comprit progressivement, paragraphe après paragraphe, que ce qu'elle avait cru être sa maison n'était pas juridiquement ce qu'elle avait imaginé. Elle appela Top immédiatement. Elle lui lut la lettre au téléphone. Top la fit taire. Il lui dit qu'il rentrerait le lendemain, qu'ils examineraient la lettre ensemble, qu'il avait des avocats qui s'occuperaient de cela. Sa voix au téléphone était faussement assurée. Ploy, qui commençait désormais à bien connaître les intonations de son amant, perçut clairement l'inquiétude sous-jacente. Top rentra effectivement le lendemain. Il examina la lettre, il téléphona à un avocat, puis à un autre. Les réponses qu'il reçut le laissèrent silencieux. Le montage juridique, qui protégeait la maison de Hua Hin, était, selon les professionnels qu'il consulta, extrêmement solide, manifestement pensé par des juristes expérimentés et quasiment impossible à contester sans des moyens financiers importants et des années de procédure. Moyens financiers qui n'avaient plus, années qu'il ne possédait pas non plus, étant donné l'urgence de ses propres dettes. Ce soir-là, Top et Ploy eurent leur première véritable dispute. Elle lui reprocha de ne pas savoir la protéger. Il lui reprocha de s'être fait avoir par son ex-mari. Elle lui dit qu'elle commençait à se demander qui il était vraiment. Il lui dit qu'elle parlait comme une femme qui regrettait déjà sa décision. Elle ne répondit pas. Elle se coucha dans la chambre d'amis. Il dormit seul, pour la première fois depuis des mois, dans la chambre principale. Le lendemain, alors qu'elle tentait de retirer de l'argent à un distributeur pour aller faire les courses, Ploy eut une surprise supplémentaire. La carte attachée à ce qu'elle croyait être leur compte commun fut refusée. Elle essaya une 2e fois, refusée à nouveau. Elle appela immédiatement la banque. On lui expliqua poliment que le compte en question n'avait jamais été un compte commun au sens où elle l'imaginait et qu'il présentait désormais un solde insuffisant pour couvrir la transaction. Elle raccrocha sans répondre. À ce moment précis, au milieu de la rue, sous la chaleur accablante d'un midi de Bangkok, Ploy comprit, pour la première fois pleinement, qu'elle avait perdu. Elle ne l'admit pas encore à haute voix, elle ne m'appela pas, elle ne téléphona pas à sa mère, elle ne pleura pas dans la rue. Elle rentra au condominium en marchant lentement, sous le soleil, comme une femme qui traverse une ville qui ne lui appartient plus. Elle monta dans l'ascenseur. Elle ouvrit la porte de l'appartement. Elle trouva Top au téléphone, en train de se disputer avec un de ses créanciers, la voix tendue, les gestes agités. Il ne la vit même pas entrer. Les semaines qui suivirent furent, pour Ploy, une succession lente de prises de conscience. Chaque jour apportait sa nouvelle révélation, sa nouvelle humiliation discrète, sa nouvelle preuve que la vie qu'elle avait cru rejoindre n'existait pas. Les cartes de crédit de Top furent les unes après les autres suspendues. Le loyer du condominium ne fut pas payé en temps voulu, puis pas payé du tout. La propriétaire du bien envoya une première mise en demeure, puis une seconde, puis finit par se rendre elle-même sur place pour exiger un règlement immédiat sous peine de procédure d'expulsion. Top tenta de tenir les apparences le plus longtemps possible.
Il faisait semblant d'avoir des rendez-vous d'affaires importants, il s'habillait chaque matin en costume, il parlait au téléphone avec un ton autoritaire devant Ploy, puis disparaissait pendant des heures. Mais elle commençait à comprendre que ces rendez-vous étaient fictifs. Elle commençait à comprendre que ces appels professionnels impressionnants étaient pour la plupart des conversations avec des créanciers qu'il essayait désespérément de calmer. Elle commençait à comprendre qu'il n'avait, au fond, plus aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Les restaurants fermèrent l'un après l'autre. Le premier baissa son rideau un matin sans explication, laissant ses derniers employés devant la porte close. Le second tint, quelques semaines de plus, en fonctionnant au ralenti, avec un menu réduit et un personnel démotivé, avant de fermer à son tour. Le terrain de Phuket fut saisi par la banque dans une procédure rapide dont Top n'eut pas les moyens de se défendre. Les rares actifs qui lui restaient furent attaqués simultanément par plusieurs créanciers et il dut accepter des ventes forcées à des prix dérisoires. Ploy assistait à tout cela depuis le condominium, désormais rempli d'une atmosphère de catastrophe latente. Les meubles qu'elle avait choisis avec Top, à l'époque où il paraissait riche et généreux, commencèrent à être vendus un par un pour faire face aux besoins immédiats. Le canapé de cuir italien, dont il était si fier, disparut un matin. Puis la grande télévision, puis la table salle à manger, puis, un jour, Top vendit lui-même la montre Rolex qu'il portait au poignet et Ploy apprit à cette occasion, par la personne qui venait la récupérer, qu'il s'agissait d'une contrefaçon et que le prix qu'on en proposait était ridiculement bas. Cette découverte fut, pour Ploy, plus humiliante que toutes les autres. Parce qu'elle comprit en cet instant que tout ce qu'il avait séduit chez cet homme, la montre, la voiture, les costumes, les restaurants, le prestige affiché n'était qu'un théâtre. Elle n'avait pas quitté un homme simple pour un homme riche. Elle avait quitté un homme riche pour un homme qui jouait à l'être. Et cette découverte, cette prise de conscience tardive, ne lui laissait même pas la dignité d'avoir été trompée par un grand escroc. Elle avait été trompée par un escroc médiocre, un homme qui avait bluffé au-dessus de ses moyens et qui s'effondrait désormais sous le poids de ses propres mensonges. Top, de son côté, commença à changer avec elle. L'homme charmant, séducteur, attentif des premiers temps disparut progressivement. À sa place apparut un homme nerveux, irritable, parfois verbalement agressif. Il lui reprochait tout et n'importe quoi. Il lui disait qu'elle n'avait pas su soutenir son homme dans les moments difficiles. Il lui rappelait qu'elle venait d'Isan, qu'elle n'aurait jamais rien été sans les hommes qui s'étaient occupés d'elle, et qu'elle devrait s'estimer heureuse d'être avec lui. Ploy encaissait les paroles sans répondre. Elle regardait par la fenêtre la ville de Bangkok, qui continuait de vibrer en contrebas, indifférente à sa situation. Un soir, elle fit la chose qu'elle s'était jurée de ne jamais faire. Elle appela sa mère en Isan. Elle pleura au téléphone. Sa mère l'écouta longuement, sans l'interrompre, comme savent faire les vieilles femmes de l'Isan qui ont elles-mêmes traversé des histoires difficiles. Puis elle lui dit simplement, dans ce dialecte du Nord-Est que j'avais appris à aimer pendant toutes ces années passées en Thaïlande, « Tu rentres à la maison quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Mais n'espère pas récupérer l'homme que tu as quitté. Il ne t'attend plus. » Ploy raccrocha. Elle resta longtemps immobile sur le canapé, dans le condominium aux meubles dépareillés. Pendant ce temps, à Hua Hin, je vivais une existence paisible. J'avais repris certaines habitudes que j'avais laissées de côté pendant les années de mariage. Je dînais plus souvent chez mes amis européens. J'allais écouter parfois de la musique classique. Lorsqu'un petit ensemble venait jouer dans un hôtel de la région, je relisais des livres que j'avais aimés dans ma jeunesse, à Bordeaux, à l'époque où je n'imaginais pas encore que ma vie m'emmènerait si loin. Je prenais soin de moi. Je ne cherchais aucune nouvelle relation. Je n'en avais ni le besoin ni l'envie. J'avais retrouvé quelque chose qui m'avait beaucoup manqué pendant les dernières années du mariage. La paix intérieure. Je recevais régulièrement les rapports de Singapour et de Bangkok. La situation de Top était désormais quasiment sans issue. Ses créanciers continuaient à exiger leur remboursement. Certains avaient engagé des procédures judiciaires, d'autres, moins patients encore, avaient envoyé des hommes lui rendre visite. Top commença à avoir peur pour sa propre sécurité. Il envisagea de partir se cacher dans sa province natale, loin de Bangkok. Il en parla à Ploy en lui demandant de le suivre. Ploy refusa. Ce fut sa première vraie décision depuis des mois. Elle lui dit qu'elle quitterait pas Bangkok pour aller se cacher dans une province qu'elle ne connaissait pas, auprès d'une famille qu'elle n'avait jamais rencontrée, avec un homme qui n'avait plus rien à lui offrir. Elle lui dit qu'elle retournait en Isan, chez sa mère. Elle commença à préparer ses affaires. Top eut un mouvement de colère. Il la menaça. Il essaya de lui faire peur. Puis, voyant qu'elle ne céderait pas, il s'effondra. Il s'assit par terre dans le salon, la tête entre les mains, et se mit à pleurer. Ploy le regarda. Elle ne ressentit aucune pitié, elle ne ressentit pas non plus de haine. Elle ressentit ce vide particulier qui vient lorsqu'on comprend qu'on a aimé quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Elle termina de faire ses valises, elle prit un taxi jusqu'à la gare routière.
Elle acheta un billet pour Udon Thani. Elle laissa derrière elle le condominium, Top, Bangkok et tout ce qu'elle avait cru vivre. Pendant le trajet en autocar de nuit qui la ramenait en Isan, Ploy repensa à la maison de Hua Hin. Elle repensa à moi. Elle repensa à ma façon tranquille de boire mon café le matin, à mes lectures silencieuses, à ma patience dans les conversations quotidiennes, à cette manière particulière que j'avais de ne jamais élever la voix. Elle comprit, pendant ces heures nocturnes où l'autocar traversait des villages endormis, que la vie paisible qu'elle avait quittée avait été peu être ce qu'elle pouvait espérer de mieux, mais elle comprit aussi qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Ma mère avait raison, la porte de la maison de Hua Hin n'était plus ouverte pour elle. Elle arriva dans son village d'Isan au petit matin. Sa mère l'attendait à l'arrêt du bus. Les deux femmes ne se dirent rien pendant le trajet à pied jusqu'à la maison familiale. Elles marchaient côte à côte sous les premiers rayons du soleil comme deux femmes de générations différentes qui avaient toutes les deux compris la même chose, chacune à leur manière. Les mois qui suivirent la fuite de Ploy vers l'Isan furent étranges. Top disparut pratiquement de la vie publique. Il se réfugia dans sa province natale, espérant échapper à ses créanciers. Certaines de ses dettes furent soldées par des mécanismes que je n'ai jamais cherché à connaître dans le détail. D'autres restèrent impayées. Il perdit définitivement tout ce qu'il avait construit sur des apparences. Je n'entendis plus jamais parler de lui directement. On me rapporta seulement 1 ou 2 ans plus tard qu'il vivait désormais modestement dans la maison familiale de ses parents, qu'il travaillait dans une petite entreprise de travaux de construction appartenant à un de ses oncles, et qu'il avait renoncé pour toujours à ses rêves d'empire. Ploy, elle, refit sa vie en Isan. Elle trouva un travail dans une coopérative agricole locale. Elle vécut d'abord chez sa mère, puis loua une petite maison près du village. Elle ne se remaria pas. Elle ne retourna plus jamais à Bangkok. Je reçus quelques nouvelles d'elle par des amis communs au fil des années. On me disait qu'elle avait beaucoup vieilli. On me disait qu'elle parlait peu. On me disait qu'elle avait pris l'habitude d'aller prier au temple local plusieurs fois par semaine, comme font les femmes qui cherchent à comprendre leurs propres erreurs. Je n'ai jamais essayé de la recontacter. Pas par orgueil, pas par rancune, simplement parce qu'il n'y avait plus rien à dire entre nous. Notre histoire s'était terminée le matin où elle m'avait annoncé, avec ses mains posées à plat sur la table, qu'elle voulait divorcer pour un autre homme. Tout ce qui s'était passé après n'était que la conséquence naturelle de cette décision. J'ai continué à vivre à Hua Hin. La maison me fut officiellement restituée par les procédures juridiques appropriées. Je n'ai pas cherché à récupérer la somme que j'avais versée à Ploy au moment du divorce. Environ 40 000 euros. Je considère que c'était, comme je l'ai dit un jour à mon avocat en souriant, le prix de la leçon. 40 000 euros, à l'échelle de ma fortune véritable, ne représentent pas grand-chose. À l'échelle de l'enseignement qu'ils m'ont permis de recevoir, ils ont été au contraire remarquablement peu chers. Les voisins de Hua Hin ne comprirent jamais vraiment ce qui s'était passé. Ils continuèrent à me regarder comme un vieux Français simple et modeste, qui avait été abandonné par sa jeune épouse et qui avait tourné la page avec beaucoup de dignité. Je les laissais penser cela. Cette image me convenait toujours. Elle me permettait de continuer à vivre tranquillement, de boire mon café le matin à la même terrasse, de marcher le soir sur la même plage, de saluer les mêmes personnes avec la même politesse mesurée. De temps en temps, cependant, il m'arrivait de croiser le regard d'un de mes anciens contacts professionnels venus à Hua Hin pour des vacances ou pour une affaire passagère. Nous échangeons un sourire, bref, un hochement de tête discret. Eux savaient qui j'étais vraiment. Eux connaissaient les domaines viticoles en Gironde, les participations dans la maison de négoce bordelaise, les réseaux que j'avais tissés en Asie pendant 30 ans. Ils savaient aussi, sans que nous ayons besoin d'en parler, ce qui s'était passé avec Top. Nous n'en parlions jamais. Les hommes de notre milieu ne discutent pas de ces choses à voix haute. Un soir, alors que le soleil descendait sur la mer et que je marchais seul sur le sable, je m'arrêtai un instant pour regarder l'horizon. Je repensais à mon père, à Bordeaux, à ces longues conversations que nous avions eues lorsque j'étais jeune. Il me répétait souvent une phrase qui m'avait accompagné toute ma vie: « Les hommes qui parlent trop ne sont jamais dangereux. Méfie-toi toujours de ceux qui se taisent. » Je ne l'avais pas compris à l'époque. Je l'avais compris que, progressivement, au fil de ma carrière, à mesure que je rencontrais des hommes qui parlaient beaucoup, qui promettaient beaucoup, qui impressionnaient beaucoup et qui s'effondraient tous, tôt ou tard, devant ceux qui savaient attendre. Top avait été, à sa petite échelle, un de ces hommes. Il avait voulu impressionner, il avait voulu séduire, il avait voulu conquérir. Il n'avait pas compris que celui qu'il défiait, sans même savoir qu'il le défiait, n'était pas l'homme qu'il croyait voir dans le salon d'une maison de Hua Hin. Ploy non plus n'avait pas compris. Aucun des deux n'avait pris le temps de se demander pourquoi un Français de plus de 60 ans, ancien cadre d'une industrie aussi exigeante que celle du vin et des spiritueux, pouvait se permettre de vivre simplement en Thaïlande sans manquer jamais de rien.
Ils avaient supposé que ma simplicité signifiait ma médiocrité. Ils avaient confondu la discrétion avec la faiblesse. C'était une erreur banale, mais une erreur redoutable. Aujourd'hui, plusieurs années après tous ces événements, ma vie a retrouvé un équilibre serein. Je vis toujours à Ouahine, dans la même maison. J'ai retrouvé mes habitudes, un peu plus solides encore qu'avant. Je voyage toujours régulièrement en France pour m'occuper de mes affaires en Gironde. Je reçois parfois de vieux amis de Bordeaux qui viennent me rendre visite. Je leur montre la plage, les petits restaurants familiaux, le marché de nuit. Ils sont toujours surpris de voir combien cette vie me convient et combien je semble heureux dans un décor qui, de loin, paraît si modeste. Je n'ai pas cherché à me remarier. Je n'ai pas cherché non plus à fuir les femmes. J'ai eu au fil des années quelques relations courtes et sincères avec des femmes européennes installées dans la région, toutes plus âgées que Ploy, toutes moins spectaculaires, mais toutes d'une profondeur qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Ces relations ne m'ont jamais conduit à envisager un nouveau mariage, et c'est très bien ainsi. J'ai compris, avec le temps, que certains hommes ne sont pas faits pour vivre en couple plus d'une fois dans leur existence. Je suis probablement un de ceux-là. Parfois, lorsque je me promène seul sur la plage le soir, je pense encore à Ploy. Je pense à la jeune femme souriante que j'ai rencontrée dans un petit restaurant familial il y a tant d'années. Je pense à la mariée élégante qui avait pleuré dans son village 10 ans le jour où nous nous étions unis. Je pense à la femme qui un matin s'était assise en face de moi à la table du petit déjeuner pour m'annoncer qu'elle me quittait pour un homme plus riche. Je ne la déteste pas. Je ne la plains pas non plus. Je ne ressens, lorsque je pense à elle, qu'une forme de tristesse distante, semblable à celle que l'on peut éprouver en feuilletant un album photo ancien et en reconnaissant des visages qui ont disparu de sa vie. Je ne lui souhaite pas de mal. Je lui souhaite au contraire de trouver dans son village 10 ans la paix qu'elle n'a pas su reconnaître lorsqu'elle l'avait à Ouahine. Je lui souhaite de comprendre un jour qu'il existe dans ce monde bien plus de valeur dans un homme simple et loyal que dans un homme brillant et creux. Je suis pas certain qu'elle comprendra cela un jour. Mais cela n'a plus d'importance, ce n'est plus mon sujet. Ma vie a continué sans elle, et sa vie continue sans moi. Et il est probablement préférable qu'il en soit ainsi pour chacun de nous deux. Cette histoire, la mienne, n'est pas une histoire de revanche spectaculaire. Ce n'est pas une histoire où le héros se lève et crie sa colère au monde entier. C'est pas une histoire où le coupable est publiquement humilié et traîné dans la rue, c'est une histoire silencieuse, une histoire de patience, une histoire où la seule justice véritable a été de laisser chacun aller au bout de ses propres choix et de récolter ce qu'il avait semé. Ploy a quitté un homme simple pour un homme qu'elle croyait riche. Elle ne savait pas qu'elle quittait, en réalité, l'homme le plus patient que Bordeaux ait jamais produit. Elle ne savait pas que cet homme-là avait, à l'autre bout d'un fil invisible, des amis qui se souvenaient de tous les services rendus. Elle ne savait pas que cet homme-là, derrière son sourire modeste, portait en lui 30 années de négociations internationales qui lui avaient appris à attendre le bon moment mieux que personne. Et lorsqu'elle comprit finalement tout cela, il était trop tard. Elle était déjà, sans le savoir, dans un autocar de nuit qui l'emmenait de Bangkok vers Lisan, loin d'une ville qui ne voulait plus d'elle, et loin d'un mari qu'elle n'avait pas su voir. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti comme moi que la véritable force n'est pas dans le bruit mais dans le silence patient de ceux qui savent attendre, je vous invite à rester fidèle à cette chaîne. Ici nous racontons des histoires vraies d'arnaques amoureuses, de trahisons conjugales, de vies bouleversées par des rencontres qui semblaient innocentes et qui ont tout emporté. Nous racontons aussi, parfois comme aujourd'hui, des histoires où ceux que l'on croyait faibles se révèlent être les plus forts. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec les personnes qui, comme vous, comprennent qu'en amour comme ailleurs, il faut jamais sous-estimer un homme qui se tait. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, prenez soin de vous, et souvenez-vous, dans la vie, ceux qui ne font pas de bruit ne sont pas ceux qui ont le moins à dire. Ce sont souvent ceux qui en savent le plus